Hello, bonsoir. Du coup, je m'appelle Scott, je travaille chez Unabi en tant que dev Android. J'ai eu l'opportunité de travailler avec un Chromebook dernièrement, du coup j'ai pu jouer avec. Et je me dis que c'est la bonne occasion de pouvoir partager un peu ce que j'ai pu découvrir pendant environ 2 mois à jouer dessus. Pour information, tous les slides que j'ai faits, ils sont disponibles sur cette adresse. Donc si jamais il y a un slide qui n'est pas très bien visible, vous pouvez regarder. Normalement c'est disponible dès maintenant. Donc ce soir, je vais parler de 4 points principaux. Le premier, c'est comment mettre en place l'environnement de dev pour pouvoir faire des applications Android sur Chrome OS. Ensuite, comment regarder si l'application qu'on veut tester fonctionne sur Chrome OS. Ensuite, adapter son design d'application pour les grands écrans, notamment. Et finalement, toutes les features spécifiques à Chrome OS qu'on peut retrouver. Donc, commençons par comment mettre en place un système d'environnement. Alors, dans un premier temps, on a deux options. Soit acheter un appareil, comme ce que j'ai fait. Généralement, ça va entre 100 et 1500 euros. Sachant que si on veut juste tester, il faut parfaitement prendre un device à 100 euros. Ensuite, il y a le second choix, c'est utiliser un émulateur. C'est très pratique. Par contre, c'est en bêta. Et ça demande une machine qui soit assez puissante. Moi, sur mon MacBook 2015, à 8 Go de RAM, c'était pas suffisant. C'est-à-dire que quand j'exécutais mon émulateur, c'était pas utilisable en termes d'application. Donc tout laguait, ça mettait 10 ans à s'installer, c'était horrible. Si jamais vous voulez quand même pas utiliser cette voie-là, c'est très simple, vraiment très simple. Donc dans le SDK Manager de Android Studio, il faut rajouter deux repositories et les activer. Ensuite, depuis sur le repository, on va dans les outils du SDK, activer les devices Chrome OS. Et de là, quand on va créer un nouvel émulateur, on aura le choix de créer un Chromebook. Ce Chromebook qui sera sous Android Nougat, donc Android 7. C'est la version minimale pour avoir les apps Android sur Chrome OS. Une fois que c'est fait, dans notre émulateur, on le reconnaît grâce à cette petite barre d'outils ici. Et ensuite, on est dedans, on passe toute la phase d'installation. Comme je l'ai dit, moi sur mon MacBook, ça mettait beaucoup de temps à pouvoir s'installer. Donc il faut attester, mais on ne sait jamais. Ensuite, si on utilise un device, il faut faire attention. Pourquoi faire attention? Parce que tous les Chromebooks ne sont pas compatibles avec Android. C'est-à-dire qu'il faut regarder en amont si le Play Store est disponible dessus et s'il supporte les apps Android. Heureusement, Google a mis en place une liste de tous les Chromebooks qui sont compatibles. Donc il suffit juste d'aller à cette URL pour pouvoir voir quel Chromebook est compatible. Normalement, ça devrait bien se passer. Finalement, il faut mettre son Chromebook en mode développeur. Alors, ça va supprimer toutes les données que vous avez sur le Chromebook. Donc, si vous avez déjà un usage personnel du Chromebook, faut faire une sauvegarde. Moi, c'était juste pour jouer, donc du coup, je l'ai fait directement, pas de problème. Mais il faut prendre en tête que si jamais ça arrive, vous perdez tout. Ensuite, il y a cet écran, un de ces trois écrans qui s'affichent quand vous redémarrez votre ordi. Donc, c'est pas hyper rapide comme on a l'habitude avec un Chromebook. On a cet écran-là qui s'affiche. Moi, sur mon Chromebook, si je mets trop de temps, il fait un bruit sonore ultra fort. Donc une fois, je suis parti du bureau et je l'avais laissé en démarrage et ça a fait sonner plusieurs fois. Donc pensez-y si jamais, pour pas déranger vos collègues. Ensuite, il y a un set de commandes à exécuter. Donc faut ouvrir un nouveau terminal. Donc pour rappel, Chrome OS c'est une distribution Linux basée avec comme comme interface graphique qui est le navigateur Chrome. Donc quand on ouvre un nouveau terminal, en fait c'est un nouvel onglet de Chrome dans le navigateur. Donc on se retrouve ici avec Roche. Là, je tape shell pour me retrouver dans un shell. Et d'ici, en première commande, active les features développeurs. Le second, il autorise à qu'on fasse de l'écriture sur le disque en tant que développeur. Ensuite, il faut redémarrer le Chromebook pour que ces features soient activées. Et finalement, il faut activer le SSH.
Une fois qu'on a exécuté ces commandes, il faut aller sur l'ordi, du coup on a Android Studio, et là il faut se connecter avec ADB. Donc ADB c'est pour Android Device Bridge, ce qui fait le lien avec entre un device et Android. Donc ça c'est utile pour faire plein de choses. Nous généralement en dev on l'utilise sur une surcouche, et on peut l'utiliser en ligne de commande pour si jamais on veut récupérer une APK sur un device ou changer des settings. C'est très pratique, et pour le coup ici ça nous permet de se connecter au Chromebook depuis le Wi-Fi. On peut aussi le faire avec via USB, ce qu'on fait généralement quand on développe des applications sur smartphone. Le problème c'est qu'il n'y a que les Pixelbook de Google, les Chromebooks et le Pixel Slate de Google qui sont compatibles. Donc c'est des devices qui sont assez chers et ça marcherait bien en Wi-Fi, donc autant le garder. Une fois qu'on a fait ça, bah, on se retrouve avec ici tous nos devices qui sont connectés. Donc là j'ai les deux émulateurs et les devices qui sont en train de tourner. J'ai mon Chromebook Asus qui est connecté à Android Studio. Donc depuis ici, bah, maintenant je peux exécuter normalement mes applications, exécuter le debugger et même utiliser le profiler que j'utilise normalement pour profiler mes applications. Tout ça sur mon Chromebook. Par contre, il y a un petit mais à ça, c'est quand on utilise le debugger et le profiler, il y a une énorme latence derrière. Donc dès que j'utilise le debugger et je fais du step by step, j'attends au moins 10 secondes entre chaque step pour que ça soit appliqué. Donc autant utiliser un téléphone, et si jamais il y a vraiment besoin, bah, faut être patient. C'est sûrement pas le cas quand on utilise le USB, mais du coup il faut un Chromebook adapté. Regardez si son app elle fonctionne sur le Chrome OS. Parce que là on a mis en place le système de notre environnement de développement. Maintenant ce qu'il faut faire c'est qu'il faut regarder si l'application qu'on veut tester elle fonctionne. Donc il y a plusieurs steps à voir. La première c'est regarder si l'application est disponible sur le Play Store. C'est pas forcément le cas. Parce qu'on peut mettre des flags sur les manifestes d'application pour dire je veux qu'il y ait une caméra arrière ou je veux qu'il n'y ait pas de clavier. Donc c'est le genre de flag en fait, bah, empêche l'utilisateur de télécharger directement l'application. Donc, premier temps, regardez si c'est disponible sur le Play Store. Ensuite, regardez si l'application s'installe. C'est déjà bien. Regardez si on peut la démarrer. Et finalement, ce qu'il faut faire, c'est malheureusement, c'est parcourir toute l'application, tout le flow qu'on peut, partout, regarder s'il y a des problèmes et ça crache ou pas. Heureusement, j'ai déjà fait ça avec mes applications, donc du coup, j'ai regardé les petits points qui pourraient être sensibles déjà. Donc les points qui sont sensibles, c'est les caméras. Moi, sur mon Chromebook, j'ai une seule caméra, une caméra frontale, et généralement, sur l'application, on va utiliser une caméra qui est à l'arrière du téléphone, ce qui n'est pas disponible sur un Chromebook. Donc généralement, si vous n'avez pas fait attention à regarder s'il y avait une caméra ou pas dans votre application sur un smartphone, l'application va tout simplement crash à ce moment-là, dès que vous arrivez à cet écran. Ensuite, il y a les. J'ai mis ça comme custom touch feature, mais c'est plutôt comment placer ces éléments et comment sont utilisés les touches. Sur un smartphone, en fait, l'application apprend généralement tout l'écran en fait. Alors sur Chrome OS, ça prend pas tout l'écran, c'est juste une fenêtre qu'on peut déplacer. Du coup, le X absolu, c'est pas le X absolu du device. C'est-à-dire que mon X qui est ici, il ne fera pas forcément l'origine qui est juste là, c'est pas forcément l'origine que j'ai sur le device. Donc il peut y avoir des différences à certains moments, il faut faire attention à ça. Si on utilise du code natif et qu'on veut placer des éléments comme sur un jeu typiquement, si jamais on le fait vraiment à la main, clairement il y a des moteurs qui permettent de faire ça facilement, donc voilà, il faut faire attention. Il faut faire gaffe que si jamais je change la taille de mon jeu, est-ce que mes éléments ils sont toujours au même emplacement? Est-ce que je les crache si jamais je tourne mon device, que je change de mode d'affichage? Et finalement, il y a le petit config change qu'on a sur Android, qui fait que, donc, si vous ne connaissez pas le config change, c'est que si jamais, typiquement, si j'ai un smartphone et que je le tourne en mode paysage, le système Android va détruire, enfin, va recréer mon application avec le nouveau layout qui est fait pour le paysage. Donc ça, ce qu'on peut faire généralement en tant que développeur, c'est je dis que je bloque mon application en portrait pour éviter que ça fasse cette recréation, la perte de données et tout ça. Sauf sur Chrome OS, le problème c'est que je peux changer la taille de ma fenêtre librement. Donc du coup, à chaque fois que je change la taille de ma fenêtre, ça va recréer mon application avec le nouveau layout. C'est spécifique à Android, je sais, mais c'est ça.
Donc du coup, quand on a un développeur et qu'on a bloqué l'application pour qu'elle soit en portrait, bah maintenant, elle est jamais bloquée en portrait vraiment. Donc, ça a les fortes chances qu'il y ait des problèmes liés à ça. Mais du coup, pour la caméra, j'ai plusieurs solutions. Dans un premier temps, si on implémente une caméra, une vue de caméra qui est custom, donc si vous vous souvenez, cette vue-là, c'est celle que j'ai affichée juste ici, en fait, pour une app. Donc c'est exactement les mêmes. Sauf que ici, sur mon Chromebook, j'ai pas de caméra arrière. Donc pour éviter que ça ait une caméra arrière, ce que j'ai fait, c'est j'ai regardé s'il y avait une caméra arrière ou pas dans mon code. S'il n'y en a pas, alors j'affiche un layout spécial qui me dit bon, il n'y a pas de caméra, du coup, utilise ma fonction d'apport d'image ou utilise le drag and drop pour apporter des images dans mon application. Si jamais votre application, elle peut utiliser la caméra frontale, autant utiliser par défaut la caméra frontale. Mais c'est pas forcément le cas. Par exemple, ici, c'est une application qui gère une note de frais pour l'utilisateur. Donc il faut prendre une photo d'une note de frais. C'est vraiment pas utile de prendre une caméra frontale pour pouvoir avoir la note de frais dans la caméra. Donc autant faire un drag and drop d'image beaucoup plus simple. Si on a implémenté l'import d'image, il faut savoir que le drag and drop il est quasiment gratuit en fait derrière. Tout ce qu'il y a à faire, c'est juste faire un layout spécial qui s'affiche si jamais il n'y a pas de caméra et et faire une animation. Par exemple, si je veux, quand je prends mon fichier et que je le mets au-dessus, il faut que ça s'affiche, un truc comme ça. Donc c'est assez simple à mettre en place pour faire un drag and drop. Si jamais il y a... Du coup, là c'est le code que j'ai fait pour laisser une caméra arrière ou pas. Je ne trouve pas hyper bien ce code, mais c'est le plus simple que j'ai trouvé sur Internet. Donc on met une variable qui contiendra les infos d'une caméra. Ensuite, je regarde le nombre de caméras qu'il y a sur mon device. Sur mon téléphone, il y en a deux, je peux en avoir trois. Mais sur mon Chromebook, il y en a deux aussi, deux frontales. Donc je sais qu'il y en a deux, mais ensuite j'itère sur chacune des caméras. Et là, j'applique ma variable qui va contenir les infos. Je lui dis pour la première caméra, mets tes infos dans ma variable. Et ensuite, je regarde dans cette variable si la caméra elle est frontale ou dans le cas où il n'y a pas de caméra arrière. Ce qu'il faut faire, c'est indiquer à l'utilisateur qu'il n'y a pas de caméra arrière. Du coup, il faut lui indiquer vraiment explicitement où se trouvent les substituts de la feature. Donc ici, par exemple, je le mets dans des fichiers pour utiliser la feature photo, n'importe de ticket, par exemple. Ce qu'on peut faire aussi, c'est lui dire que la feature n'est pas disponible. Donc du coup, mettre un dialogue pour dire bon c'est pas celui-ci, on va trouver une solution plus tard. Ça arrive. Ou implémenter un drag and drop, donc c'est beaucoup plus simple, un drag and drop, c'est utilisable. L'avantage du drag and drop, c'est que c'est pas spécifique à Chrome OS. C'est que sur Android, on peut afficher deux applications en même temps si on est sur Nougat. Donc la version qui est utilisée par Chrome OS de base. Ce qui fait que je peux mettre un bout d'application en haut et une autre application en bas, et je peux faire un drag and drop entre deux applications. C'est pas très pratique, on peut le faire. Mais du coup, pour un Chrome OS, ça devient pertinent. En termes de config change, typiquement, j'ai un exemple ici. Je vous ferai une démo plus tard. Donc là, je suis désolé pour la qualité de la vidéo. Le recording sur Chrome OS, il est très très 5 images secondes, c'est très bas. Mais ce qu'on peut voir, c'est que là ici, je sélectionne un hôtel sur l'app BNB Hotel. Et dès que je change la taille, en fait, ça va désélectionner l'hôtel et ça va me recharger la carte entière. Donc le process, il est ultra lourd en fait à ce moment-là. Donc on va voir après comment pouvoir corriger ce genre de problème. Donc, pour corriger ce genre de problème, c'est mon opinion personnelle, mais si on a bien fait les choses à la base, en fait, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est-à-dire que si on a géré l'état des écrans comme on les conseille de faire, normalement le unsafe state instance et le unrestore instance state, c'est ce qui va restaurer l'état de l'écran. On est censé le faire de base, donc si on le gère, il n'y a aucune chance qu'il est censé cracher à ce moment-là. Ensuite, il y a les acheteurs components qui ont été donnés par Google il y a de cela 2 ans, il me semble, qui nous permettent de garder en fait les données. C'est-à-dire que le save instance et un restore, il va nous permettre de garder des ID pour pouvoir recharger un item ou une carte.
Alors que le vieux modèle et la bêta, eux, ils nous gardent les données. Donc toute la liste de données qu'on a chargée, elle reste toujours pendant que notre écran est recréé. Ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de refaire une requête réseau pour récupérer nos données depuis le serveur à chaque fois qu'on fait un changement d'écran. Et après, si jamais il y a des third-party libraries qui permettent de faciliter la tâche à ce moment-là. L'autre exemple qu'il y a, c'est ici, c'est que ça c'est géré par système, en quelque sorte. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est gérer la recréation, enfin le changement d'état de l'écran dynamiquement. Donc c'est, on va dire à Android, le changement d'écran, le changement de taille d'écran, je vais le gérer moi-même. Je ne t'occupe pas de recréer le layout et tout ce qui va avec. Je le gère moi-même. Ça demande plus de travail. Mais derrière, quand, par exemple, dans les vidéos que j'ai montrées juste avant, où il y a toute la carte qui est rechargée, avec cette solution, la carte elle est toujours là, elle n'est pas recréée à chaque fois. Du coup, ça permet d'avoir un gain de performance à ce niveau-là. Si jamais on utilise le on-save instance, en save instance state, il faut faire attention à ce que le redémarrage d'un écran soit rapide. C'est-à-dire que si je redimensionne mon écran, du coup ma fenêtre, et que ça met 10 secondes à recharger à chaque fois que je redimensionne, c'est assez pénible. Du coup, à faire ça à chaque fois. Du coup, faire attention à ce que ce soit possible. Et si jamais on n'a vraiment pas le temps, ce qu'on peut faire, c'est dire à Android qu'on ne veut pas que l'utilisateur puisse redimensionner l'application. C'est une solution, mais enfin, on a quand même mieux du coup parce que ça va apporter d'autres problèmes derrière qui sont pas forcément faciles. Donc, ce que je vous ai présenté là, c'était environ 10 cas de test. Donc regardez que l'application s'installe, regardez la caméra, tout ça c'est des cas de test qui sont définis, qui sont donnés par Google. Mais en total, il y en a plus de 80. Donc ça fait beaucoup de cas de tests à regarder à chaque fois, notre application, chaque feature, si ça fonctionne ou pas. Et je comprends que personne n'a vraiment, enfin, pas tout le monde a à ce temps-là disponible pour pouvoir le faire. Donc pour tout ce qui est interface, j'ai travaillé dessus. Vu que j'ai travaillé dessus, je pourrais vous donner différents exemples. Donc là, je vais vous présenter les différents modes d'affichage qui est disponible sur Chrome OS. Par défaut, l'application Android elle va être affichée avec un format d'application smartphone. Donc là, typiquement, j'ai pris comme exemple l'application BNB Hotel qu'on fait chez Minabi. Du coup, le cas de test que j'ai utilisé, c'est l'application interne parce que je pouvais modifier le code facilement, donc c'était un bon code test. Donc là, application lambda, il y a un bandeau, on peut faire une recherche, tout va bien. Si je, alors, si je, ah, on voit pas, mince. Alors, tout en haut là, on a les boutons d'action pour les fenêtres qu'on a sur quasiment tous les systèmes d'exploitation. Donc réduire, mettre en plein l'écran, réduire du coup, et fermer la fenêtre. Si on met en mode plein écran et qu'on a bloqué l'application pour qu'elle soit en portrait, on aura d'énormes bandes noires sur les côtés, du coup, quand on sera en mode desktop. Alors que si on dit à Android que on laisse faire pour le mode paysage et portrait, du coup, l'application reprendra vraiment tout l'espace disponible. Euh, si on est en mode tablette, alors le mode tablette, je vous montre un peu ce que c'est, plutôt. Le mode tablette, c'est que, ce que je vous montrais avant, c'était ce mode-ci. Le mode tablette, c'est quand je rétracte mon iPad. Il y a beaucoup de Chromebooks qui ont cette fonctionnalité-là. Et c'est qu'on a en mode tablette comme ceci, en fait. Donc on a vraiment une très grande hauteur, et une largeur qui est beaucoup plus grande aussi que sur les smartphones. Mais ça reste un gros smartphone, en gros. Sauf que le problème, c'est que vu que la taille est beaucoup plus grande ici, c'est que la hauteur, elle est très, très grande. Et du coup, on se retrouve ici avec notre écran, avec un énorme espace vide auquel on n'a rien à faire ici. Donc au final, c'est pas adapté pour le mode tablette. Finalement, on a le mode resizable. Donc c'est quand on est en mode où je tire sur les bords, comme sur tout le système, où je tire sur les bords pour agrandir mon application. Et là, j'ai fait en sorte de l'agrandir jusqu'à qu'elle s'apprenne toute la largeur et toute la hauteur. Et ici, pareil, l'application n'est pas adaptée pour ce type d'affichage. Donc on a un énorme espace vide au centre, avec les données à droite et les données à gauche. Ces données sont assez proches sur mobile, mais du coup ici, il y a un énorme espace vide. Donc
Au lieu d'afficher une liste, par exemple, pour afficher une liste de cartes avec plus de données, enfin plus de données disponibles. C'est une solution qu'on peut faire ici. Petite note à part, c'est aussi le cas sur iPad. Donc là, par exemple, j'ai Instagram sur un iPad, et là, c'est même encore pire que sur Chrome OS, c'est que j'ai le format iPhone, mais il prend pas toute la hauteur ou toute la largeur en fait. C'est juste un rectangle au milieu de l'écran. Donc Google, si vous avez l'habitude d'être sur Android ou que vous avez l'habitude de Google, il y a les Meta Design Guidelines qui sont disponibles. Google, ce qu'ils ont fait pour les nouvelles guidelines de matériel, c'est qu'ils ont créé plusieurs fausses entreprises et leurs propres fausses applications. Donc, du coup, ils ont fait un design pour chacune de l'application qui est vraiment lié à ce domaine métier pour chaque entreprise. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis des exemples de comment faire affichage sur ces différents types de modes d'affichage. Donc on va pouvoir les voir. Par exemple ici, une app de mail. Donc typiquement ici j'ai une liste de mails en sorte de carte petite, avec la navigation qui est en bas, classique sur Android. Si je me retrouve en mode tablette, la navigation que j'avais sur le bas se trouve sur le côté, avec plus d'options sur le menu, qui peut être étamblable. La liste est un padding, donc ça reste un peu plus clair. Quand on passe en mode full screen par exemple, ou tablette mode paysage, là j'ai ma navigation, mon drawer qui était restreint ici, il a agrandi parce que on a beaucoup plus d'espace en largeur, donc autant afficher plus d'éléments. Et quand je passe en mode desktop, donc affichage encore plus grand que sur tablette, là le drawer est même pas rétractable. Donc c'est des exemples de navigation qui sont bons à prendre. Donc si jamais vous voulez faire un tour sur les guidelines de Google, c'est vraiment utile. Pareil ici, là j'ai un drawer qui est rétractable. Il est toujours rétractable ici. Sauf que sur desktop, du coup il est toujours visible et j'ai pas l'overlay qui est visible quand le drawer est visible. Il y a même un changement de navigation sur les éléments. Ça c'est une app de shopping. Alors il y avait pas les exemples pour téléphone et tablette portrait, mais pour tablette paysage et mode desktop, la navigation qui est en haut avec des tabs se retrouve sur un drawer sur le côté, et ici, la navigation se faisait en swipant de droite à gauche, alors qu'ici, en fait, c'est de bas en haut, du coup. Donc si vous voulez voir comment ça se passe, vous pouvez aller sur ce lien et vous aurez, je crois que c'est 8 différentes brands qu'ils ont fait, donc différents exemples, c'est intéressant à regarder. Finalement, on revient à comment on fait nous sur Android pour avoir un layout portrait et un layout paysage. Donc sur Android, comment sont arrangés nos fichiers. On a toutes nos ressources, donc tout ce qui est drawable, donc drawable ça apprend les icônes par exemple. Tout ce qui est layout, c'est comment sont agencés nos éléments sur l'écran. Différentes values, les values c'est les strings, des booléens qui sont définis ici. Et nous, ce qui est intéressant ici, c'est les layouts. Parce que du coup, on a un layout qui est là, mais comment je passe de ça à ça facilement. Parce que ici, on voit que j'ai mon image qui est en haut, après elle se trouve à gauche, et après j'ai tous mes infos qui sont en bas, mais là elles sont à droite. Du coup, le layout est différent. Comment ça se passe? Sur Android, en fait, c'est assez simple. C'est que je lui mets un qualifier, je peux commander en français. Et ce qualifier, il va dire à Android, si je suis en mode paysage, tu vas d'abord regarder les layouts qui sont disponibles ici. Si c'est celui que je veux, si c'est celui que je veux, du coup tu vas le prendre. Si mon layout n'est pas disponible dans ce dossier-là, il va prendre tout de suite par défaut qui est layout sans qualifier. Donc là par exemple ici, j'ai cet écran j'ai fait ce layout en mode landing du coup, paysage, et il l'a pris par défaut quand je passe en mode paysage, quand je tourne mon écran. Comme on arrive en mode tablette, donc largeur beaucoup plus grande et hauteur beaucoup plus grande, du coup on définit différentes options. Donc on a le SW600dp. SW c'est pour smallest width, qui dit la largeur la plus petite. Et là c'est pour dire que si jamais on a 600 dp, donc une bonne hauteur disponible, du coup tu vas le prendre. Et si en plus je suis en landing, du coup tu vas prendre ces layouts là. Donc au fur et à mesure, plus on est spécifique,
bah, plus on a un layout qui est spécifique, par exemple un desktop qui est en loading en français, bah, du coup il y a une liste de qualifiers pour dire pour un layout hyper spécifique, du coup il va le prendre que pour ce système-là. Et ensuite il va remonter au fur et à mesure pour ceux qui sont moins spécifiques. Comment ça se passe si je veux le faire dynamiquement comme j'ai pu l'énoncer sur BNB Hotel pour éviter de recharger ma carte? Et ben là c'est quand même un peu plus complexe parce que la gratuité qu'on avait à juste dire bon, bah, mon layout a le même nom, mais du coup, je le change de dossier et c'est bon, c'est le système qui s'occupe de faire pour moi, de choisir le bon. Là, c'est à moi de m'en occuper. Comment on dit ça? Bah, du coup, euh, on va dire à Android pour chaque activité, donc ça correspond en gros à chaque écran, que je veux gérer moi-même. La taille de l'écran, les tailles d'écran petites, l'orientation et le layout. Donc ça couvre vraiment tout ce qui est disponible sur Chrome OS. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'Android, quand je vais mettre en mode paysage, il va plus rien faire. C'est-à-dire que ça va rester en mode portrait, tout le temps. Alors comment je fais pour passer en mode portrait? Alors c'est un concept assez complexe pour le coup, puisque je ne suis pas habitué à Android. Mais pour faire le layout, on a un layout spécifique qui s'appelle le constraint layout, dans lequel on applique des contraintes à nos différents éléments pour qu'ils restent à la même place. Par exemple, je lui dis, bah, la contrainte à mon texte, c'est tu te mets à 50 pixels à gauche et 20 pixels à l'élément qui est au-dessus. Et du coup, il va rester à cette contrainte-là. C'est vraiment grossier ce que je dis, mais voilà. Et normalement, il n'y a rien à faire pour nous sur Android. Sauf que là, quand je gère ça moi-même, ce qui se passe, c'est qu'il faut que je mette une description de mes états que je vais avoir sur mon écran, que je lui passe à mon constraint layout qui est ici. Ensuite, j'applique un listener à mon constraint layout pour lui dire qu'est-ce que je fais avant le changer de layout, qu'est-ce que je fais après. Donc je lui dis que bah, avant, comme, tu vas écouter euh, ton changement d'état pour voir si tu as un changement d'état, tu vas animer ces changements. Cette pratique, par exemple, si on veut faire des animations je passe de mode paysage à portrait, qui a les éléments qui bougent par eux-mêmes, ou d'avoir un flash, mais du coup, ça fait vraiment une animation de mon texte qui était en bas à gauche, il se retrouve en bas à droite, et ça fait une transition smooth. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je crée une méthode où je lui passe la configuration en cours de mon écran. La configuration, c'est ce qu'on a vu avant, en fait. C'est pour dire si je suis en mode portrait, paysage, j'ai telle largeur disponible, telle hauteur. Du coup, vu que ça change à chaque fois, bah, du coup, c'est ici que, donc on va dire à Android que je veux gérer moi-même. À chaque fois que ça va changer, il va appeler ce code-là. Et du coup, j'aurai la nouvelle configuration qui sera ici. C'est là que je vais m'aider pour pouvoir changer moi-même la dimension. Le XML de configuration de description qu'on passe au content layout, le voici. Donc on définit deux états. Enfin, j'ai défini deux états ici. Un état portrait, un état paysage. Et ensuite, je lui dis que mon état portrait, il va prendre tel layout, donc le login, c'est par défaut. Et mode paysage, il apprend le layout spécifique au paysage. Le désavantage de ça, c'est que je me retrouve avec plusieurs fois, enfin, avec un login underscore land. Et si j'ai plusieurs configurations, si je veux gérer toutes les configurations, donc tablette portrait, tablette paysage, desktop pour avoir différentes configurations, bah, du coup j'aurais 5 fois le login dans mon XML, donc j'aurais vraiment une énorme, un nombre énorme de fichiers XML pour décrire mes layouts dans Studio. C'est le point noir. Finalement, ma fonction qui va changer l'état de mon layout, la voici, c'est celle que j'appelais quand je créais mon écran, pour dire la configuration par défaut, et celle qui est appelée quand je change de configuration, du coup. Et là, tout ce que je fais, c'est que j'ai juste un if else pour voir si je suis en landscape ou pas. Si je suis en landscape, bah, du coup, j'applique le mode landscape, sinon le mode portrait. Donc là, depuis cette configuration, je peux récupérer la taille de l'écran, la largeur et la hauteur. Et ça, c'est du code que j'ai utilisé pour une application que j'ai là. Donc, donc on arrive aux features spécifiques à Chrome OS que je ne retrouve pas sur un smartphone, par exemple. Donc dans un premier temps, il y a les raccourcis clavier. Par exemple,
Ici, un CTRL Z, ça peut être utile, par exemple, si je dessine sur un canvas, et chaque fois que j'arrête mon dessin et je recommence à nouveau, bah, du coup j'ai un historique. Quand j'appuie sur CTRL Z, bah, ça va effacer le dernier pour avoir le ainsi de suite. Donc ça peut être utile pour ce genre d'action. Ou d'autres raccourcis, par exemple, je fais un CTRL V dans l'appareil photo, du coup ça va copier l'image si jamais j'ai une image en presse-papier. Euh, oui. Le drag and drop, j'en ai parlé avant, mais en fait c'est vraiment très simple à implémenter. Tout ce que j'ai à faire, c'est de créer un listener qui étend de OnDrag Listener. Et après, j'ai différents éléments de drag. Et le plus important, c'est celui de drop, où je lâche mon élément que je draguais. Et c'est ici que je vais regarder quel type de données c'est, si c'est un texte, si c'est un fichier. Si c'est un fichier, c'est une URL vers le fichier. Donc c'est pour ça que c'est intéressant si on a déjà implémenté l'import d'image, par exemple. Parce qu'on utilise déjà l'URL du fichier. Et donc quand je l'utilise ici, bah, je utilise la même méthode. En fait, c'est quasiment gratuit. On a Touchpad aussi maintenant. Donc il y a des Chromebooks qui ont un touchscreen, mais ils ont aussi un touchpad ou une souris. Donc on peut avoir des actions spécifiques. Par exemple, sur l'app de notes de frais, on a une action de swipe sur les éléments qui dit bon bah supprime-moi celle-ci ou mets ma dépense en complété par exemple. Sauf que cette action de swipe qu'on a à la souris, elle est vraiment pas intuitive. Donc ce qu'on peut faire, c'est si jamais on a sur un Chromebook ou un écran d'une taille spécifique, bah, ou même par défaut, ce qu'on va faire, c'est mettre un menu contextuel sur un moment où je clique sur ma dépense, et les actions de swipe que j'avais avant, bah, du coup, elles sont disponibles dans ce menu contextuel, où je peux même faire autre chose en plus avec ce fil. Donc c'est là que en fait, tout ce qu'on peut faire sur un desktop, bah, on peut vraiment l'implémenter sur Android. Ce qui est intéressant avec toutes ces options, c'est qu'elles sont disponibles depuis des vieilles versions d'Android. Parce que sur un téléphone Android, je peux brancher un clavier, je peux brancher une souris. Si on branche une souris, on peut même voir le pointeur sur l'écran du smartphone, c'est très marrant. Et toutes ces actions, en fait, on peut les exécuter à la base, mais c'est tellement peu utilisé que ces API, elles sont pas vraiment connues. Euh, une autre API enfin, la dernière API que je trouve intéressante à utiliser, c'est la navigation avec le clavier. Donc quand je fais la navigue avec les touches directionnelles ou le tab, on peut spécifier. Normalement, Android fait un bon job là-dessus. Si jamais il va n'importe où à un moment, bah, je peux le forcer en lui disant bon bah si jamais tu vas à gauche, bah, tu vas sur cette vue spécifique et après tu gères toi-même. Là c'est vraiment bah je l'applique ça, je teste que ça fonctionne bien et après je l'applique vue une par une pour voir si ça fonctionne. Une fois que j'ai le flow parfait, bon bah c'est bon. Donc les quatre premiers ici c'est pour le touche directionnel et ici c'est pour utiliser avec la touche tab. J'ai oublié de faire un slide pour le dernier élément, mais ça vient avec les raccourcis clavier. C'est qu'on peut, sur Chrome OS, il y a une touche spécifique qui est la touche refresh, qui rafraîchit l'écran actuel. Donc, généralement sur un desktop, on fait on appuie sur F5 ou un commande R ou un CTRL R pour rafraîchir l'écran. Là, il y a une touche spécifique pour ça. Et il y a un keycode spécifique sur Android. Le problème, c'est que ce keycode, il est disponible que pour Oreo. Sauf que moi, sur mon Chromebook, les premiers Chromebooks, c'est jusqu'à Nougat. En fait, du coup, quand j'appuie sur cette touche-là, elle n'est pas disponible, ma fiche la touche F3. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est regarder quand on appuie sur cette touche-là, si c'est F3 ou la touche refresh. Et donc là, je rafraîchis mon écran tout seul. C'est utile quand on a un swap to refresh sur un écran où s'affiche le petit loading. Maintenant, quand on appuie sur ça, bah, on a le loading qui s'affiche automatiquement. Et du coup, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez voir les 5 différents liens. Alors, le premier de lien, c'est la doc Android pour faire l'adaptation de l'app Android vers Chrome OS. La seconde, c'est un post Medium fait par un Googler qui donne toutes les features spécifiques en Chrome OS, donc dans la partie des slides que j'ai montré. Et après, c'est les 3 vidéos de la Google I.O. Faites par Google qui donnent différentes informations. On voit les informations qui évoluent avec le temps aussi.